retardataires. Donc les retardataires ont tort. Vous êtes là, je ne vais pas vous pénaliser. Donc, je vous dis bonne fête. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la fête. C'est quelle fête? Donc, vous êtes un philosophe? Qu'est-ce que vous entendez par philosophe? Hein? Vous avez étudié la philosophie? Vous avez eu un cours en philosophie? Mais est-ce que vous faites des recherches régulièrement? Vous êtes des chercheurs en philosophie? Mais vous êtes en philo, donc on vous appelle des philo. Et aujourd'hui, on dit que c'est la fête des philosophes. Qu'est-ce que cette fête évoque pour vous? Pourquoi dit-on qu'aujourd'hui c'est la fête des philosophes? Il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre? Pourquoi c'est la fête des philosophes aujourd'hui? Ok, c'est la fête de Saint Thomas d'Aquin. Mais pourquoi est-ce qu'on attribue à cette fête, comment dire, ce patron-là, Saint Thomas d'Aquin? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le patron des philosophes? Pourquoi est-ce qu'on dit que Saint Thomas d'Aquin c'est le patron des philosophes, d'après vous? Pourquoi pas un autre saint? Pourquoi Saint Thomas d'Aquin d'après vous? Bravo. Saint Thomas d'Aquin, il était un grand philosophe. On dit qu'il était le maître de la philosophie scolastique. C'est-à-dire, philosophie scolastique, c'est la philosophie qui allie, évidemment, la philosophie à la religion, ou du moins à la doctrine chrétienne. Donc, non seulement Saint Thomas d'Aquin, il était un grand philosophe, mais il était aussi un grand théologien. Et ce que Saint Thomas d'Aquin a réussi à faire, c'est à concilier, à trouver le lien qui existe entre la philosophie et la religion, ou bien la doctrine chrétienne. Et avant Saint Thomas d'Aquin, les grands philosophes pensaient qu'il y avait un fossé entre ces deux disciplines, entre ces deux domaines, ces deux champs de pensée. On pensait que la philosophie, eh bien, ne pouvait pas rencontrer la religion. La foi et la raison, eh bien, sont deux choses totalement distinctes, totalement séparées. Si bien que des gens qui font des études en philosophie, des gens qui se réclament être philosophes, eh bien, pensent que la philosophie, quand on est philosophe, eh bien, on ne peut pas comprendre les réalités de la foi. Et ces gens-là, le plus souvent, se réclament d'être athées. Donc, ils se posent des questions métaphysiques qui les portent à nier leur foi. C'est comme si ces deux domaines, la foi et la raison, ça ne se concilie pas. Eh bien, Thomas d'Aquin, en étant théologien et philosophe, eh bien, il a pu trouver la jonction entre ces deux domaines, ces deux disciplines, et il est même arrivé à prouver que la philosophie est la servante de la théologie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un débat ni une conférence sur la doctrine de Saint Thomas d'Aquin. Je peux vous dire que je ne m'y connais pas trop.
Mais on peut toujours se référer à cette démarche philosophique, à cette démarche de saint Thomas d'Aquin pour mieux comprendre les réalités que nous confrontons aujourd'hui. Le curé de la paroisse, Père Hans Alexandre, m'a demandé avant-hier de vous entretenir sur un sujet. Bon, c'était un peu tard, c'est seulement avant hier soir que je savais que je devais être là ce matin avec vous pour vous entretenir sur un sujet de mon choix. Et j'ai répondu, malgré les diverses contraintes que j'ai, parce qu'actuellement j'ai une réunion importante à mon bureau, mais j'ai répondu favorablement, non seulement parce que je ne voulais pas dire non à Père, mais aussi parce que ça me replonge dans mes souvenirs d'un temps. Je me souviens que quand j'étais en philo, eh bien, l'archevêché a eu à organiser une journée pour les philosophes. Il y avait une messe, et à la fin de la messe, on avait demandé à l'école que je fréquentais de désigner quelqu'un pour délivrer un message. Et l'école m'avait demandé de délivrer un message aux jeunes. Je me souviens que après mon message, les jeunes, ils étaient tellement contents et lui, ils m'ont ovationné, mais ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est de voir que le célébrant, qui fut à l'époque feu Monseigneur Bio, eh bien, il a pleuré, et il a demandé à ce que le message soit diffusé dans toutes les stations de radio. J'ai été vraiment touché, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce message fasse autant d'impact à l'époque. Mais il faut vous dire que le contexte d'alors, c'est le contexte que nous vivons actuellement sur le plan politique, où il y avait vraiment une forte instabilité politique à l'époque. Et je ne me souviens pas de l'intégralité du message que j'ai eu à délivrer, mais je me souviens tout au moins du socle de ce message, c'est-à-dire du point le plus important du message. Je me souviens que j'ai eu à évoquer une citation de Rabelais qui dit que « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, mais si que ces connaissances-là ne vous portent pas à faire le bien, si vous utilisez ces connaissances non pas pour construire, mais pour détruire, à ce moment, vous ne faites pas œuvre qui vaille, à ce moment, vous hypothéquez votre âme. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que ce message est encore valable aujourd'hui. Un message qui a été délivré il y a 21 ans, je pense, de ça. Mais je pense que ce message est encore actuel. C'est quoi la conscience d'après vous? La conscience, c'est la capacité de formuler des jugements de valeur. C'est-à-dire, c'est la capacité de juger ses actes, suivant que ces actes sont bons ou mauvais. C'est comme si la conscience, c'est cette faculté que tout être humain a de jauger, de juger ses actes. Est-ce que j'ai agi selon le bien ou selon le mal? C'est cette capacité de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, à ses agissements, etc. Donc, ceci veut dire que quand je pose certaines actions qui sont déterminées sans doute par les connaissances que j'ai, par l'éducation que j'ai, donc quand je pose certaines actions, je dois prendre du recul pour voir est-ce que cet acte est bien ou mal. Ou bien avant même de poser certaines actions,
je devrais prendre le temps de réfléchir pour me dire est-ce que cette action que je vais poser, est-ce qu'elle est bien ou mal. Donc, la conscience doit vous servir de boussole quand vous avez à agir. Toujours vous dire est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais le mal. Donc c'est dans ce sens que Gabriel a eu à dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc je peux avoir des connaissances, mais il faut que je puisse agir selon le bien. Ne pas utiliser ces connaissances pour exploiter l'autre. Ne pas utiliser mes connaissances pour détruire, mais plutôt pour construire un monde meilleur. Aujourd'hui, le sujet que je pense qui pourrait avoir un certain intérêt pour vous est celui-ci. Le jeune citoyen, comprendre sa mission au regard des crises actuelles. Comprendre sa mission, comment vous devez comprendre votre mission au regard des crises actuelles. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en période de crise? Est-ce que vous êtes en période de crise actuellement? Ok. Quelle crise est-ce que vous confrontez? Hein? Plus fort. Instabilité politique, c'est ce que tu as dit? Une crise socio-économique. Quelle autre crise? Quelle autre crise à part ça? Oui, instabilité politique, crise socio-économique, quelle autre crise? Il n'y a pas une crise extraordinaire celle-ci que vous comprenez? Crise sanitaire. En effet. Mais est-ce que vous autres, sur le plan personnel, vous ne confrontez pas une crise? Est-ce que vous ne vivez pas une crise? Vous qui êtes à la fin d'un cycle d'études. C'est quoi une crise? Une crise, c'est un moment difficile, une période difficile dans la vie de quelqu'un. Okay? Est-ce que vous ne vivez pas sur le plan personnel, vous qui êtes rendu à la fin d'un cycle d'études, vous ne pensez pas que vous vivez une situation de crise, de trouble? Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes dans une impasse, un dilemme quand il faut se poser des questions quant à votre avenir? Est-ce que vous vivez cette situation de manière, comment dire, est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous arrivez à gérer vraiment? Est-ce que tout est clair devant vous? Est-ce que les choix à faire, les choix de vie à faire, c'est totalement clair? Ouais, je sais qu'à ce temps, les jeunes ont toujours des difficultés, ils sont toujours dans des dilemmes. Aujourd'hui, je termine avec le cycle secondaire. Je suis appelé à faire un choix de métier, de discipline. Donc, à ce temps, il y a toujours des préoccupations, il y a toujours des doutes, vous êtes toujours dans une impasse, dans un dilemme le plus souvent. Donc, j'ai réalisé que quelque part, vous êtes en quoi déjà vous-même, donc c'est-à-dire non seulement vous qui êtes là aujourd'hui, mais c'est une situation que vit tout élève qui est rendu à la fin du cycle secondaire. C'est-à-dire se dire quel choix de métier faire n'a pas toujours été un choix facile. Et surtout quand on est en Haïti, où le système éducatif postsecondaire est précaire. Il n'y a pas beaucoup, bon, même s'il y a quelques universités, mais des fois, l'accessibilité à ces universités n'est pas toujours évidente.
il y a les universités publiques qui aujourd'hui sont politisées, donc qui posent tellement de soucis, de préoccupations. Donc, la situation chez nous n'est pas très facile et des fois, les élèves pensent à laisser le pays pour faire leurs études ailleurs, ce qui le peuvent, bien entendu. Le choix de pays pour faire ces études n'est pas un choix facile non plus. Donc, il y a tellement de soucis, de préoccupations, et j'imagine que dans votre cas, c'est d'autant plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, même si vous auriez l'envie de laisser le pays pour aller à l'extérieur, il y a encore beaucoup de soucis, de préoccupations avec le corona, avec la COVID-19. Donc, encore, ça vous donne beaucoup plus de soucis, de préoccupations et d'appréhension. Donc, j'imagine qu'il y a une crise assez intense que vous confrontez personnellement, vous qui êtes rendu à ce niveau-là. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Okay. Donc, c'est se dire quoi faire face à ces crises. Les crises que nous allons aborder, en plus, j'ai évoqué cette crise que vous vivez, que vous confrontez là maintenant, il y a la crise, la situation de COVID-19, qui est une crise extraordinaire, une crise aiguë que le monde est en train de vivre. Aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point même les grandes puissances se sentent impuissants face à ce fléau, n'est-ce pas? C'est une situation qui désarme même ceux qui, en temps normal, ont toujours les moyens de gérer, de faire face à des situations difficiles. Aujourd'hui, eh bien, le monde est vraiment impuissant face à ce fléau qui est vraiment incontrôlable. La COVID-19. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette maladie, de ce virus? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Vous savez que la COVID-19, eh bien, c'est un virus qui s'est manifesté à la fin de 2019, soit le 31 décembre 2019, où ça, en Chine, particulièrement à Wuhan, okay, où ce virus a été transmis à l'homme, eh bien, par la consommation de viande, on parle de chauve-souris ou de pangolin. Dans un premier temps, on pouvait dire qu'il y avait une épidémie, okay, en Chine, parce que c'était circonscrit sur le territoire chinois. Mais après, vous avez vu que le virus, eh bien, s'est répandu et a atteint d'autres pays. Bon, pas besoin de vous faire toute une histoire de tout ça et de la COVID, mais vous savez la quantité de dégâts que ça a causé dans le monde. La perte de beaucoup de vies humaines. Maintenant, quelles seraient, d'après vous, les causes à l'origine de ce virus? On dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas encore une étude et une thèse officielle, mais on dit beaucoup de choses. On dit que c'est un virus qui a été fabriqué dans un laboratoire. Donc, c'est un virus qui serait
c'est un virus qui serait à l'origine, c'est, disons, la composition de deux virus qui auraient donné la COVID-19. Donc, on comprend que c'est l'homme qui serait à l'origine de ce virus. Bon, on dit un tas de choses. Mais vous savez que les conséquences, il y a non seulement des pertes en vie humaine, mais aussi ça a causé beaucoup de préjudices moraux. Donc, pour les proches qui ont perdu les membres de leur famille, qui ne pouvaient pas assister les membres de leur famille à la fin de leur vie, donc ça a causé beaucoup de préjudices à l'humanité. Dieu merci qu'en Haïti, on n'a pas connu l'ampleur et les dégâts de la même ampleur que les autres pays, bien que nous avons quand même eu quelques cas. Mais on n'a pas connu l'ampleur des dégâts que ça a causé dans d'autres pays. Maintenant, est-ce qu'on a déjà trouvé les solutions à ce problème? Est-ce qu'on a trouvé les solutions déjà à ce problème? Bon, on est sur la voie de trouver les solutions. On parle de vaccins qu'on a pu mettre sur le marché actuellement. Donc, on est parvenu à trouver un vaccin. C'est ce qu'on dit. Donc, on va voir dans les prochains mois si ce vaccin vraiment va se révéler efficace. Est-ce que ce vaccin peut être considéré comme étant une solution à cette crise? Mais toujours est-il qu'on sait que l'ONU s'est mis avec les experts mondiaux, les gouvernements, et ils tentent à trouver une solution à ce problème. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire de la COVID-19. Maintenant, passons à la crise politico-socio-économique en Haïti. Quel constat vous faites de nos jours? Bon, celle-ci, ce n'est pas une crise qui date d'aujourd'hui. La crise socio-politico-économique, comment on peut dire, politico-socio-économique, est-ce que c'est une crise? C'est la première fois qu'Haïti se trouve dans une situation de crise politique, économique, sociale? Non, ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qui, d'après vous, cette fois, rend la situation un peu plus compliquée? Qu'est-ce qui rend cette situation beaucoup plus dure à vivre? J'ai entendu. L'insécurité. Évidemment, cette insécurité devient intolérable. C'est une insécurité qui vraiment met tout le monde à genoux. C'est-à-dire, c'est une insécurité qui a atteint les dimensions que nous ne pouvons vraiment pas tolérer. Si nous analysons la crise politico-socio-économique sur le plan économique d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de la crise économique qui sévit en Haïti? Quand on parle de crise économique, qu'est-ce qu'on peut dire en premier lieu? Bon, mieux, on peut considérer que le chômage est un élément de cette crise, parce que bon, c'est peut-être aussi une conséquence d'autres facteurs économiques. D'abord, ce qui saute aux yeux quand on parle de problème économique en Haïti, c'est la situation de pauvreté. Haïti est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Et même qu'on dit que dans l'hémisphère occidental, c'est le pays le
le plus pauvre. Le revenu per capita, c'est-à-dire ce qui revient à un individu par jour, est inférieur à 2 dollars pour la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. C'est à moins 1,23 dollars par jour pour ceux qui sont situés en dessous du seuil d'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une situation de pauvreté, mais il y a aussi une situation d'extrême pauvreté. Tandis que les pays qui sont très haut classés, eh bien, ils ont par habitant et par jour autour de 125 000 dollars par jour. Regardez le fossé qui existe entre un pays qui est classé et pays, parmi les pays les plus pauvres, avec 1 dollar par jour, et un pays qui est haut classé parmi les 100, combien on peut dire, 150 pays qui existent au monde, bon, je n'ai pas le chiffre exact, et bien parmi tous les pays qui existent au monde, eh bien, il y a des pays où un habitant reçoit 125 000 dollars et d'autres pays comme Haïti où le revenu per capita est estimé à 1 dollar ou 2 dollars. Donc, cette situation, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation quand même de la crise économique qui date depuis des décennies. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette situation s'est exacerbée. Parce que avec l'instabilité politique que vous avez soulignée, eh bien ça hypothèque davantage l'économie du pays. Et quand l'économie est hypothéquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création d'entreprises, aujourd'hui on est confronté à une situation où même les entreprises, le peu d'entreprises qui existaient, sont obligées de fermer parce qu'ils ont fait faillite avec les locs successifs. Vous avez compris l'impact que ça a eu sur les entreprises et par ricochet sur l'économie du pays. Eh bien, imaginez à quel point l'économie s'est dégradée de plus en plus et à quel point, au lieu de faire un pas en avant, eh bien, on s'enlise davantage dans la misère. Et comprenez que 6 millions d'habitants vivent sous le seuil de la pauvreté, 2,7 millions sous le seuil de l'extrême pauvreté. Sur une population de 12 millions d'habitants, déjà 8,5 millions vivent dans la pauvreté. Et quand on dit pauvreté, des fois ce terme, ce concept peut ne pas être compris par tout le monde parce que quand vous vivez dans une situation où vous avez vos besoins primaires sont satisfaits, eh bien, vous ne comprenez pas que d'autres, des fois, peuvent passer des journées sans manger. Des enfants de votre âge qui n'ont jamais été à l'école. Des gens qui vivent dans une situation d'insalubrité totale et qui n'ont pas de logement. Les conditions de leur habitat est tellement précaire, vraiment, on peut dire des gens qui vivent dans des situations infra-humaines, qui vivent comme des bêtes. Donc, situation de pauvreté qui dure depuis déjà des décennies
Et aucun progrès en ce sens. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Aucun progrès en ce sens n'a été fait jusqu'à présent. Peu de progrès également sur le plan infrastructure. Est-ce qu'il y a beaucoup d'infrastructures dans le pays? Quand on parle d'infrastructure, on peut parler de quoi dans le pays? Infrastructure, quand on parle d'infrastructure, on parle de route, on parle de transport, on parle de moyens de communication, on parle d'électricité, on parle de pont, on parle de tout ce qui peut permettre la circulation des biens, la circulation des services, de tout ce qui peut nous permettre de fonctionner normalement. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes en ce sens. L'électricité, est-ce que vous avez ça régulièrement? Et il y a des pays qui, depuis des temps, eh bien, ont l'électricité de manière permanente. Il y a des pays où quand il y a, comment dire, ce que nous avons, le blackout pendant 2 ou 3 minutes, eh bien, c'est un grand événement. Alors que nous autres, c'est quand on a l'électricité au moins pendant une journée que ça nous étonne. Donc, vous voyez dans quelle situation nous vivons. Et sur le même territoire, on va dire la même terre, si vous allez en République voisine, vous allez voir, je ne sais pas qui est d'entre vous a déjà visité la République dominicaine, mais vous allez voir le monde de différence qui existe entre Haïti et la République dominicaine en termes d'infrastructure. La République dominicaine n'a rien à envier à Miami, à beaucoup d'autres pays qui sont déjà développés. La République dominicaine n'a rien à envier. C'est une honte quand je traverse là-bas avec mes enfants. Ils sont tellement révoltés, frustrés de voir la différence qui peut exister entre 2 pays qui sont voisins sur la même terre. C'est des questions qui vous portent vraiment à réfléchir. La dépréciation rapide de la gourde comme autre facteur de crise. Depuis 2 ou 3 années, on a connu une dépréciation rapide de la gourde. Qu'est-ce que vous entendez par dépréciation de la gourde? C'est quoi la dépréciation de la gourde? Quand on dit que la gourde se déprécie par rapport au dollar ou que le dollar s'apprécie par rapport à la gourde. Justement, ça perd de la valeur. Et l'une des choses qui peut causer ça, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer ça, mais l'un des facteurs, c'est le fait qu'il y a une demande intense pour le dollar par rapport à la gourde. Et pourquoi il y a toujours une demande pour le dollar au détriment de la gourde, d'après vous? Parce que, eh bien, nous ne faisons qu'importer tous les biens et services. La plupart des biens et services, nous ne produisons pas, nous importons tout. Et pour importer, pour faire venir les biens, on a besoin de dollars. Nous avons une fuite de cerveau, il y a une fuite, une émigration de la population à l'extérieur. Et des fois, quand c'est des enfants qui étudient là-bas, eh bien, on est obligé de leur envoyer de l'argent. Donc, il faut trouver des dollars. Donc, tout ça fait qu'il y a une forte pression sur le dollar. On est obligé, comme si il y a une grande demande pour le dollar, ce qui fait augmenter le prix du dollar par rapport à la gourde. Donc,
l'un des plus grands problèmes, c'est le manque de production, l'absence de production. Donc, il y a aussi le taux d'inflation qui est très élevé. Dans ces situations, c'est normal que le taux d'inflation soit élevé. Quand le dollar est élevé, eh bien, le taux d'inflation est élevé. Qu'est-ce qu'on entend par taux d'inflation? Eh bien, c'est le prix des produits qui est élevé. Vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent expliquer la crise économique que Haïti vit depuis certaines années, depuis des années. Sur le plan social, évidemment, quand l'économie va mal, eh bien, ça va avoir des incidences sur le plan social. Il n'y a pas d'argent. L'État n'a pas beaucoup de moyens. Est-ce que l'État peut faire des projets sociaux? Est-ce que l'État peut financer des projets sociaux? S'il n'y a pas de moyens, quand l'économie va mal, eh bien, l'État n'a pas les ressources suffisantes pour exécuter des projets sociaux comme des logements sociaux, des écoles publiques, et même pour mettre en œuvre les infrastructures. Donc, quand l'économie va mal, eh bien, ça a une incidence sur la société. Et tout à l'heure, il y a l'un d'entre vous qui avait évoqué comme indicateur de crise économique le taux de chômage. Imaginez-vous que le taux de chômage assez élevé en Haïti, donc il y a une bonne partie de la population qui est au chômage, mais il n'y a pas non plus une politique d'assistance sociale pour venir en aide aux gens qui ont peu de moyens. Donc, vous voyez que quand l'économie va mal, eh bien, il y a une incidence sur la société, il y a une incidence sur le plan social. Et problème au niveau des hôpitaux, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il y a tout un tas de problèmes qu'on peut énumérer. Et quand les gens n'ont pas accès à ces services-là, eh bien, qu'est-ce que ça peut provoquer? Des émeutes, des révoltes, manifestations, etc. Sur le plan politique, quel est le phénomène qui est le plus patent ces jours-ci sur le plan politique? C'est-à-dire, et qui est à l'origine de la crise politique. Quel est ce phénomène? Vous l'avez dit, c'est l'insécurité, le banditisme. Il y a un phénomène qui se développe actuellement et qui préoccupe. C'est le phénomène du banditisme. Et qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ça d'après vous? Vous êtes des philosophes, réfléchissez, c'est pas tant pour moi. Aujourd'hui, c'est pas l'anniversaire, la fête des philosophes. Voilà? Oui, on peut le dire, mais aussi la pauvreté. On peut dire que c'est une conséquence de la situation d'extrême pauvreté, où ces gens-là, pour quelques sous, eh bien, vendent leur âme à d'autres qui ne font que les exploiter pour atteindre leur fin. Des gens qui sont en proie à une situation tellement précaire, qui pour s'évader, eh bien, noient leurs problèmes dans la drogue. Et c'est ce qui entraîne le phénomène du banditisme dans tout pays. En Haïti, certes, il y a un volet politique qui s'y mêle, mais c'est un phénomène, c'est un fait social, okay, où dans quel que soit le pays, eh bien, la pauvreté entraîne automatiquement
le banditisme, l'insécurité. Un autre problème, la défaillance de nos institutions publiques. Aujourd'hui, les institutions publiques, eh bien, on a comme l'impression qu'ils sont des missionnaires. Ils pratiquent ce qu'on appelle le laisser-faire, le laisser-grain. Face à une situation aussi alarmante, eh bien, vous voyez que les institutions étatiques apportent très peu de réponses. Ensuite, on peut parler de la corruption, comme vous l'avez évoqué tantôt, la corruption dans l'administration publique, dans les institutions publiques. C'est-à-dire des gens qui utilisent leur pouvoir pour s'offrir, pour s'octroyer des avantages, des privilèges. Des gens qui détournent les fonds publics et pour leur intérêt personnel. Donc, cette situation de corruption qui gangrène l'appareil étatique, eh bien, évidemment, a une incidence sur la société et sur l'économie aussi. Corruption. Donc, quand quelqu'un détourne les fonds de l'État en contrevenant à la loi, qu'est-ce qui devrait avoir, quelles conséquences? Quelle devrait être la conséquence? Je vole les fonds de l'État. Quelle devrait être la conséquence? Il y a la loi qui dit ce qu'il faut faire. Il y a la loi qui prévoit les sanctions. Mais est-ce que vous voyez que ces gens-là qui commettent ces malversations, est-ce que ces gens-là, ils sont punis d'après vous? Donc, on parle de ce qu'on appelle l'impunité. Il y a une situation d'impunité. Et si les gens, ils étaient inquiétés quand ils commettaient ces actes de malversation, s'ils savaient que la conséquence serait qu'ils soient condamnés, est-ce qu'ils continueraient en ce sens? Il y a ce qu'on appelle l'impunité. Et c'est une autre forme de corruption où ces gens utilisent leur pouvoir, utilisent leur argent pour soudoyer et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire. Vous voyez tout l'enchevêtrement de problèmes qui existent et qui génèrent des crises à n'en plus finir. Il y a un problème, l'intolérance politique en Haïti. C'est-à-dire que en démocratie, on admet le multipartisme. C'est-à-dire que plusieurs partis politiques peuvent coexister. Maintenant, les partis vont participer aux élections pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais maintenant, si un parti accède au pouvoir, vous voyez la réaction des autres partis. C'est-à-dire qui font partie de l'opposition, les partis qui font partie de l'opposition, je ne parle pas de l'opposition actuelle, moi je parle d'une manière générale. Mais l'opposition politique dans ce pays, eh bien, est là pour forcer le gouvernement à appliquer sa politique comme il se doit, pour porter le gouvernement eh bien, à mieux gouverner. Mais est-ce que l'opposition est là pour, d'après vous, bloquer le fonctionnement du gouvernement? Et même bloquer le fonctionnement de toute une société. Vous voyez qu'il y a un problème d'intolérance politique dans le pays qui fait qu'aujourd'hui, l'opposition ne joue pas son rôle comme elle devrait être à jouer.
de faire un constat des différents problèmes qui existent dans la société et qui sont les manifestations de la crise actuelle. Maintenant, quelles seraient les causes? On va se questionner sur les causes maintenant. On a fait le constat du problème, mais maintenant, quelles seraient les causes à l'origine de tout ça? On dit beaucoup de choses. Les anthropologues, les sociologues, eh bien, disent tellement de choses, ils font couler beaucoup d'encre pour essayer, pour tenter d'expliquer les causes à l'origine de ces problèmes. Une cause qu'on peut évoquer, on dit que au lendemain de 1804, pourquoi est-ce que Haïti est toujours dans des situations de crise? Eh bien, bon, au lendemain de 1804, et moi j'aime bien cette thèse, on fait comprendre que les guerres qui ont mené à l'indépendance étaient des guerres purement politiques et non idéologiques. Les guerres politiques, c'est comme si nous avons rejeté les chaînes qui nous liaient de manière physique, mais les chaînes idéologiques existent toujours. Donc nous les gardons toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que on a tendance, les gens, quand ils accèdent à un poste de décision, à une haute fonction de l'État, au lieu de servir la nation, eh bien, se comportent comme les colons. Ils exploitent la majorité. Donc, ils remplacent ces colons. Ces colons qu'ils ont chassés, eh bien, comme c'est eux qui arrivent au pouvoir, eh bien, ils deviennent des colons pour les autres. Donc, il y a un travail sur le plan idéologique qui n'a pas été fait. Certes, on dit que c'était la politique de Sadi et que Toussaint lui-même aurait agi différemment. Peut-être qu'il n'aurait pas, il opterait pour une libération générale, mais pas pour une indépendance parce qu'à l'époque, on n'était pas encore prêt pour, les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour une indépendance. Donc il aurait fallu une transition. Bon, ça c'est ce qu'on dit, ce sont des thèses, mais on ne peut pas dire que c'est totalement vrai, mais c'est une thèse. Comme une cause qu'on pourrait évoquer, c'est que Haïti confronte une crise. Bon, avant d'arriver à la crise de valeur, on peut dire aussi le fait d'avoir payé la dette de l'indépendance, ça nous a mis en retard sur le plan économique. Ça encore, c'est une thèse. Il y a tant de pays qui ont eu à payer la dette de l'indépendance et qui ont quand même fait des progrès. Il y a d'autres thèses encore qui expliquent les causes qui sont à l'origine de cette crise, de notre sous-développement. Eh bien, c'est le fait que nous ayons raté les différentes révolutions agricoles et industrielles. On comprend que les pays qui ont raté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale la révolution industrielle, eh bien, ces pays-là sont moins avancés que les autres. C'est encore une thèse. Aujourd'hui encore, on comprend la situation comme étant une crise de leadership. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a dans le pays une crise de leadership? C'est comme si le pays n'est pas dirigé par des personnes compétentes qui font preuve de leadership. On parle aussi de crise de valeur, que les gens qui accèdent à certains postes, à certaines fonctions, eh bien,
Et bon, on ne va pas dire seulement les hommes, les personnes qui accèdent à des fonctions, parce que c'est au niveau même de la société. Même sur le plan privé, on remarque qu'il y a une crise de valeurs, ou bien nous cultivons de fausses valeurs. Je voudrais bien aimer attirer votre attention là-dessus. Quand on parle de crise de valeurs, quelles sont les valeurs d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une valeur? Vous n'avez pas la réponse. Valeur. Réfléchissez, vous êtes un philosophe. Donnez-moi des exemples de valeurs. Pardon? Je n'ai pas entendu. Oui, les valeurs sont des valeurs morales. Quel exemple de valeur morale vous pouvez donner? L'intégrité. Et l'intégrité, c'est une valeur morale. Quelle autre valeur morale? La loyauté. Le respect d'autrui. C'est très bien. Donc, il y a beaucoup de valeurs morales que l'on peut évoquer, énumérer. Mais aussi, dans la société, il y a de fausses valeurs que vous pouvez chasser. Par exemple, des fois vous pensez que quelqu'un est intelligent, c'est quand il est malicieux. Quelqu'un qui s'est fraudé se réclame souvent d'être intelligent. Je me souviens, une fois, j'ai suivi une émission à la télé, j'étais assez jeune, peut-être plus jeune que vous, et il y a une chose qui avait retenu mon attention. Il y a quelqu'un qu'on interviewait à la télé, et qui a eu à faire comprendre que dans la société, il y a un problème déjà au niveau de l'éducation qu'on inculque aux élèves. Et c'est à ce moment qu'il a attiré l'attention sur certaines blagues de Bouki et Malice qui sont insérées dans les ouvrages scolaires. Malice, qui a toujours été présenté comme l'être intelligent. Or, Bouki, lui, qui était le naïf, était considéré comme étant le sot. Or, Malice lui-même, qui savait s'attirer certains avantages en utilisant la fraude, des moyens détournés. Donc, c'était Malice. Eh bien, c'est la qualité de Malice qu'on vantait au détriment de Bouki qui était un naïf. Cette personne réfléchissait pour se dire, pour se demander, est-ce que cela n'a pas un impact sur notre culture, sur notre éducation? L'éducation à la fraude, parce que lorsqu'on veut à la corruption, certaines fois, quand on vous présente très tôt ces fausses valeurs-là, il y a des gens qui pensent que l'argent peut tout résoudre comme problème et qui font un culte de l'argent. Qui te disent que moi, je ne suis pas imbécile, c'est côté intérieur, c'est là que lié. Autant
clichés, autant de dictons à caractère très négatif qui nous embrouillent, qui nous confondent, qui fait que des fois nous n'arrivons pas à discerner quelles sont les bonnes valeurs. Même dans l'éducation des filles de nos jours, on vous fait croire que vous rencontrez quelqu'un, eh bien c'est quelqu'un qui puisse avoir un niveau économique assez élevé. Et on n'attire pas votre attention sur des valeurs beaucoup plus essentielles, beaucoup plus morales. Donc ceci pour vous dire qu'il y a une crise de valeur dans le pays. Et cette crise de valeur, c'est ce qui fait que certaines fois, nous n'arrivons pas à trouver les leaders, les hommes qu'il faut pour changer la situation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on prône aussi un changement de mentalité pour que la situation du pays puisse s'améliorer, puisse changer. Il faut un changement de mentalité. Et le changement de mentalité, comprenez avec moi que ça doit passer évidemment par l'éducation. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard pour vous, à votre âge, de changer de mentalité quand on dit que ça doit passer par l'éducation? Est-ce que vous pensez que c'est fini pour vous? Même si vous avez appris à lire et dans Timalis, ou qui on vous a présenté Timalis et Bouquet, est-ce que vous pensez que c'est fini pour vous et que vous ne pouvez pas réfléchir à une autre façon de penser? Donc, j'attire votre attention là-dessus pour vous montrer l'importance d'un changement de mentalité et de discerner aussi les vraies valeurs, les fausses valeurs. Sur le plan international, nous allons analyser les causes qui seraient à l'origine de nos crises politiques, économiques, sociales. La communauté internationale, l'hypocrisie qui règne au niveau de la communauté internationale. D'abord, je vais parler, avant d'arriver à l'hypocrisie, je vais attirer votre attention sur l'ingérence des États développés dans les affaires intérieures de l'État. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui est normal? D'abord, est-ce que vous constatez qu'il y a une ingérence des pays, des grands pays, dans les affaires intérieures d'Haïti? Oui. Est-ce que ça dérange ou ça ne dérange pas? Ça dérange. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus, les Haïtiens ne sont plus souverains à résoudre leurs problèmes, mais reçoivent des dictées de la part de l'international. Certaines fois c'est nécessaire, mais est-ce que c'est toujours nécessaire? C'est toujours important? Non. Donc, un État souverain, en principe, il y a les principes de loi internationale qui nous disent que chaque État est souverain. Chaque État doit pouvoir résoudre ses problèmes internes sans que notre État ne puisse s'immiscer dans ses affaires internes. Or, c'est parce qu'on constate. Mais qu'est-ce qui serait à l'origine de ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel comportement des autres États d'après vous? Cette ingérence dans vos affaires politiques. L'ingérence des États dans les affaires internes, les affaires politiques d'Haïti. Eh bien, parce que nous sommes un pays pauvre et que notre économie dépend des pays développés, des pays plus avancés, étant donné que c'est eux qui nous fournissent de l'aide pour que nous
missions, réaliser certains projets sociaux, etc., qui financent l'économie, la balance des paiements ou bien la balance commerciale est déficitaire, donc il faut qu'on fasse appel à eux pour qu'ils nous donnent de l'argent. Eh bien, il y a un adage qui dit qu'ils financent commande. Donc, parce qu'ils sont là, ils sont toujours là pour nous aider sur le plan économique, donc ils pensent qu'ils ont le droit de nous dicter ce que nous devons faire sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Donc ça, c'est un gros problème. Et comprenez que ce n'est pas uniquement Haïti qui vit cette situation. Cette situation est une situation que l'on rencontre dans les pays du tiers monde en général. Ne comprenez pas que Haïti est le seul à vivre cette situation. Parce que Haïti n'est pas le seul pays pauvre, n'est pas le seul pays moins avancé. Et quand on parle de pays développés, on parle du G8, on parle de... Des fois, ça dépend, j'espère, du G8, G9, donc, l'économie et des pays qui forment, cette entité-là. Donc, l'ingérence des États développés qui nous dictent les comportements adoptés, eh bien, qui dit à l'État haïtien le comportement adopté, eh bien, peut être considéré comme un problème, comme l'une des causes de nos problèmes. Je ne veux pas évoquer d'exemple, mais peut-être dans votre quotidien, vous entendez parler des nouvelles, vous faites les nouvelles, vous savez ce que je veux insinuer par là. Maintenant, des États moins avancés dans une dépendance économique. Un autre facteur de crise, c'est la maintenance des États moins avancés dans une dépendance économique. C'est là que l'on peut toucher du doigt l'hypocrisie de la communauté internationale qui, des fois, vous donne de l'aide, pas dans l'optique de pouvoir avancer. Pour autant, parce que l'aide est toujours conditionnelle, il y a beaucoup de conditionnalité à l'aide qu'il vous offre. Et des fois, il y a, comment dire, beaucoup de stratégies qui sont cachées derrière cette aide qu'il vous offre. Des fois, quand vous pensez que vous qui recevez l'aide, vous qui êtes récipiendaire de l'aide, vous pensez qu'ils sont là, ce sont des pays amis, des fois c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vous font voir qu'ils vous aident, et pourtant, au fond, ils ont d'autres intérêts cachés. Je ne vais pas développer ce point-là, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que certaines fois, l'aide que les pays nous offrent, ce n'est pas tant pour le progrès du pays, des fois c'est pour vous maintenir dans une dépendance et ils utilisent cette faiblesse que vous avez eh bien, pour vous imposer leur dictat. Et des fois, vous voyez qu'il y a une stabilité politique, vous pensez que c'est des problèmes internes, mais ce n'est pas seulement les problèmes internes qui pourraient être à l'origine de tout ça. Les controverses, un autre problème encore, c'est les controverses du commerce international. Là encore, c'est un concept assez élevé quand on parle de controverse du commerce international. Je ne sais pas si vous entendez parler du libre-échange. Haïti a été esclave d'une politique économique internationale, le libre-échange, où ce n'est pas pratiqué vraiment de manière équitable pour tous les pays. Le libre-échange, c'est une politique économique qui a vu le jour dans les années 1900 et qui
portent les États à libéraliser leurs frontières. C'est-à-dire que quand les États importent une marchandise, quand l'État importe une marchandise, eh bien, on dit que les marchandises qui viennent de l'extérieur, eh bien, on doit les taxer. On doit les taxer, mais on doit les taxer de manière plus élevée que les produits qui sont produits sur le territoire. C'est-à-dire qu'on met des barrières tarifaires. C'est une politique pour protéger la production nationale. Dans le temps, les pays savaient le pratiquer. Ça s'appelle le protectionnisme. Les pays savaient pratiquer le protectionnisme, c'est-à-dire pour protéger la production locale, ils savaient taxer les produits qui venaient de l'extérieur. Mais en vertu de cette politique internationale, on a, dans le cadre des lois du GATT, etc., de l'OMC, eh bien, on a demandé aux États de ne plus mettre de taxes sur les produits venant de l'extérieur. Et vous allez voir que les produits qui viennent de l'extérieur, qui sont déjà subventionnés par certains États, ce qui est interdit, et bien quand ils arrivent sur le territoire national, et bien ces produits sont beaucoup moins chers que les produits que nous produisons, que les biens que nous produisons. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les gens ils vont recourir aux produits étrangers et ils laissent de côté les produits locaux. Ce qui va décourager les producteurs locaux, et vous allez voir que c'est l'un des facteurs de l'absence de production, du manque de production dans le pays. Donc voilà comment l'international utilise certaines politiques pour entraver l'économie des petits pays, alors que chez eux, ce qui vous empêche de faire, ils le font. Ils vous empêchent de faire ça pour qu'ils puissent trouver un marché pour écouler leurs produits. Mais vous n'avez pas accès à leur marché, ils mettent des barrières tarifaires, ils vous empêchent, vous, de mettre des barrières tarifaires chez vous, mais chez eux, ils le font. Et comme ça, vous êtes toujours dans une situation où vous importez, vous êtes en difficulté d'exporter, et comme ça, la production locale, vous n'arrivez pas à la développer, et voilà ce qui entraîne une situation de sous-développement chronique. C'est un peu élevé cet exemple que je viens de faire, mais je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a des facteurs externes sur le plan international qui bloquent en quelque sorte notre développement et aussi le développement de la plupart des pays du tiers-monde. Donc, on a analysé jusque-là de crise sanitaire mondiale, la Covid, la crise environnementale, la crise socio-économique, politique qui sévit en Haïti. Je vais brièvement vous parler de la crise environnementale. Il y a une troisième crise, la crise environnementale. C'est une crise que Haïti connaît, pas Haïti non, une crise que l'humanité connaît depuis un certain temps. La crise environnementale. Vous entendez parler de crise environnementale. La planète Terre qui est appelée, si rien n'est fait pour protéger l'environnement, dans quelques années, on peut dire dans 25 ans, tout au moins, eh bien la planète pourrait disparaître, selon des études. Aujourd'hui, vous voyez les études que l'on fait pour voir si la vie est possible sur Mars. Vous voyez toutes les stratégies, toutes les dépenses, toutes les réflexions qui se font pour voir est-ce que la vie est possible sur Mars
parce que la planète Terre est menacée. Pourquoi? Parce que nous ne protégeons pas l'environnement. Les hommes utilisent des pratiques qui sont vraiment préjudiciables à l'environnement. On parle de gaz à effet de serre qui provoque le réchauffement planétaire. Et il y a 2 ans de ça, je crois, on parlait de COP21. Cette conférence au cours de laquelle les États avaient pris des résolutions pour voir comment ils allaient réduire les gaz à effet de serre qui ont une incidence sur la planète. Le réchauffement climatique qui provoque beaucoup d'inondations. Vous voyez à quel point les inondations deviennent de plus en plus fréquentes. Et à un certain moment, on parlait même d'un trou dans la couche d'ozone. On parle également de la fonte des calottes glaciers dans l'Antarctique, dans les pôles. Donc, et tout ça qui provoque une hausse du niveau des mers et qui entraîne les inondations. Le phénomène du déboisement. À quelle fin? Eh bien, aux fins économiques. Vous coupez le bois, les arbres, pour pouvoir confectionner les meubles, pour des utilisations domestiques. Donc, tout ça, eh bien, ont une incidence négative sur l'environnement. Il y a une exploitation aussi à outrance des ressources naturelles, des ressources de la mer. Donc, il y a un tas de phénomènes sur le plan environnemental qu'on pourrait évoquer et qui constituent ce qu'on appelle une crise de l'environnement parce que aujourd'hui, les experts environnementaux qui, pendant longtemps, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour dire halte et que la planète est appelée à disparaître si vous ne révisez pas votre comportement. Eh bien, est-ce que les États, malgré les résolutions sur résolution, convention sur convention, est-ce qu'ils ont respecté leur engagement véritablement? Les États, toujours dans un souci de développement, eh bien, surexploitent les ressources de l'environnement, surexploitent l'environnement, eh bien, à des fins économiques. Ils privilégient les intérêts économiques de leur pays au détriment de la nation. Or, les problèmes environnementaux sont des problèmes globaux. C'est-à-dire, même si c'est les États-Unis qui ne protègent pas son environnement, les États-Unis qui ont des comportements qui impactent son environnement, eh bien, les conséquences, eh bien, les conséquences vont atteindre la planète entière. Haïti coupe les arbres de manière irrationnelle. Ça peut non seulement avoir un effet sur le territoire d'Haïti, mais ça sur l'environnement haïtien, mais ça aura également un impact sur la planète tout entière. C'est pourquoi on dit que les problèmes de l'environnement sont globaux, sont mondiaux. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire d'un État, c'est l'affaire de tous les États. Et vous allez comprendre qu'il y a une solidarité internationale en ce sens pour que l'on puisse trouver une solution aux problèmes environnementaux. Il va être midi, donc là je me laisse terminer. Donc on a analysé les causes, vous voyez que les causes sont multiples. Et il y a, à ces 3 causes qu'on a évoquées là, il y a un élément qui est commun. Vous voyez que
Ce qui provoque les crises, eh bien, c'est le fait que les hommes cherchent à assouvir leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de la collectivité. C'est toujours une question de recherche d'intérêts personnels. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? Tout simplement un manque d'amour. Même si des études, des scientifiques en anthropologie, en sociologie, en psychologie, ils ont tout fait pour expliquer ces causes-là sur le plan scientifique, mais nous pouvons ramener tout ça sur un plan purement spirituel et comprendre que toutes ces crises provoquées par l'homme s'expliquent par un manque d'amour. À l'instar de saint Thomas d'Aquin, nous pouvons très bien établir un pont entre ces situations difficiles que nous vivons, ces crises que nous vivons, et l'enseignement du Christ, l'enseignement religieux, qui vous montre que quand il y a un manque d'amour, eh bien, voilà quels sont les malheurs que ça peut causer. Voilà quelles sont les souffrances qu'un manque d'amour peut causer. Maintenant, d'après vous, quelle doit être votre attitude, vous en tant que jeune, face à ces situations? Quelle serait votre attitude face à ces situations? Quel est votre rôle? Aujourd'hui, vous êtes dans un monde en crise. Est-ce que votre attitude, c'est d'abandonner? Est-ce que votre attitude, c'est d'être découragé, c'est de vous sentir impuissant? Si les hommes puissants sont impuissants face à la situation de Covid, est-ce que vous devez vous dire que vous êtes découragé, que vous n'allez pas faire face à ces situations-là? Vous n'allez pas confronter ces situations-là. Aujourd'hui, vous, jeunes, vous avez un rôle à jouer. Ce qui est à l'origine de ces diverses crises, nous l'avons évoqué, c'est peut-être une crise de leadership, c'est peut-être une crise de valeur. Mais vous, quelle doit être votre attitude? Une crise de leadership, quelle doit être votre attitude? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des crises, que l'humanité connaît des crises? Ce n'est pas la première fois. L'humanité, si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de crises qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais à chaque fois, vous avez vu qu'il y a des solutions qui ont surgi. À chaque fois, il y a eu des leaders qui ont trouvé des solutions à ces crises-là. L'humanité a connu des crises sociales extraordinaires. On peut citer le racisme, par exemple. Mais on a eu Nelson Mandela, on a eu Malcolm X, eh bien, qui ont contrecarré, qui ont fait face à ces situations et qui ont apporté une solution. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on fait le constat du problème et on cherche une solution au problème. Et tant de leaders qu'on peut évoquer dans tous les domaines. Quand on parle de leaders, on ne parle pas de leaders politiques, on parle de leaders dans tous les domaines qui ont eu à constater des problèmes dans divers domaines. Il peut s'agir du sport, il peut s'agir
de la politique, il peut s'agir du monde des affaires, etc. Donc il y a eu des gens qui ont constaté un problème et qui ont apporté une solution. Donc ça a été l'attitude de leader. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes des leaders? Est-ce que vous voyez comme étant des leaders qui, face à ces situations de crise, pouvaient apporter une solution? C'est facile de répondre oui. Mais comment est-ce que vous voyez que vous pouvez apporter des solutions aux crises auxquelles vous êtes confrontés? Comment d'après vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette situation que vous vivez d'après vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà un leader? Est-ce que tout le monde pense qu'il peut être un leader? Même si vous n'êtes pas un leader, est-ce que vous pensez que vous pouvez devenir un leader? Et c'est quoi un leader? Pardon? Un leader, c'est celui qui mène d'autres à atteindre des objectifs, qui se fixe des buts précis, qui cherche des solutions à des problèmes, qui mène d'autres à atteindre certains objectifs. C'est ça un leader. Et un leader, c'est celui aussi qui cultive des valeurs. Ce n'est pas les fausses valeurs, des valeurs qui développent des compétences. Un leader, c'est celui qui ne croise pas ses bras face à un problème, mais qui cherche à apporter une solution. Et l'attitude d'un leader, c'est celui qui est toujours en train d'apprendre, qui est en quête d'information. Et c'est ça votre rôle aujourd'hui. Si vous voulez être un leader pour changer la situation compliquée que vous vivez, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre école, dans les lieux que vous fréquentez, dans votre environnement, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a quand même des problèmes. Et l'attitude d'un leader, c'est celui qui trouve des solutions aux problèmes. Et pour pouvoir être leader, il faut croire que tout le monde n'est pas leader. Mais on ne n'est pas leader, on peut le devenir. On peut naître avec des atouts. Certains atouts qui vous portent à être un leader, mais on n'est pas nécessairement leader. Mais maintenant, tout le monde peut travailler à devenir un leader. Et le leader, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui trouve des solutions aux problèmes. C'est celui qui est toujours en train de rechercher ce qui ne va pas et qui fait de son mieux pour solutionner ces problèmes-là. Donc, il faut cultiver certaines valeurs pour être un leader, développer certaines compétences, et pour développer ces compétences, il faut toujours être en quête de connaissances, en quête d'informations. S'informer pour informer les autres. Donc, votre attitude, à partir d'aujourd'hui, en tant que philosophe, en tant que chercheur, et vous qui allez entamer les études universitaires sans doute, vous avez un devoir, vous avez une mission, c'est de ne pas abandonner. Vous avez la mission de chercher à changer la situation. D'abord, pour changer la situation, il faut comprendre. Donc, comprendre, c'est apprendre, s'informer. Et informer les autres. Vous devez vous faire école, vous devez influencer d'autres. Si vous vous fixez des objectifs, vous voyez ce qu'il faut pour changer une situation, eh bien, il faut amener d'autres à comprendre votre vision, à aller dans le même sens que vous. Il faut être un meneur, il faut influencer. Le leader, c'est celui qui influence les autres.
ont eu à influencer, ont eu à inspirer. Aujourd'hui, nous fêtons Thomas d'Aquin. Eh bien, la thèse de Thomas d'Aquin, la doctrine de Thomas d'Aquin a influencé beaucoup d'autres théologiens, beaucoup d'autres philosophes. Et Thomas d'Aquin est devenu docteur de l'Église. Sa philosophie de thomisme a beaucoup inspiré l'Église. Il y a tellement de leaders dans tous les domaines qui ont eu à inspirer les autres. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de défis à relever. Vous qui devez faire face à toutes ces crises, la tâche n'est pas facile. Parce qu'il faut que quelque chose change et la société compte toujours sur la jeunesse. Et en tant que jeune, vous avez une grande responsabilité pour au moins tenter de changer cette situation. Vous devez prendre des initiatives. Vous devez faire preuve de créativité pour trouver des solutions aux différents problèmes auxquels vous faites face. Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous. Il n'y a que 5 minutes pour la question. Qu'est-ce qui veut poser la question? Il n'y a pas de question? Je vois les têtes qui acquiescent. Je pense que vous avez compris, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question. Il n'y a même pas une question? Vous êtes fatigué. S'il n'y a pas de question, je vous dis que ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci. Je pense que tout ce qui a été dit, vous allez y réfléchir pour pouvoir vraiment adopter les attitudes de leader. Et un conseil que je peux vous donner, c'est de vous associer. Créer des projets. Et pourquoi pas entre vous. Vous êtes seul dans vos écoles, c'est dommage, mais quand même, vous pouvez établir des liens entre vous, créer des réseaux, créer des sociétés, des associations où vous pouvez réfléchir, vous prenez l'habitude de réfléchir à certains problèmes qui existent autour de vous et tenter d'apporter une solution. Nous n'avons plus besoin d'une jeunesse à mort, mais une jeunesse proactive, une jeunesse de leader. En tout cas, j'espère que vous allez faire des efforts, vous allez y penser, vous allez vous fixer des objectifs, des buts à atteindre, ne pas perdre son temps. Dans ces situations-là, il y a trop de défis à relever, on ne peut pas gaspiller son temps. On a besoin que quelque chose change dans ce pays. On a besoin d'une nouvelle Haïti. L'amour, c'est le maître mot. L'amour. Science sans conscience n'est que mouille de l'âme. Il faut l'amour. Et c'est l'enseignement, à la lumière de l'enseignement du Christ, que vous pouvez accomplir de grandes choses, que vous pouvez changer de mentalité. Merci. Nous tenons à remercier vivement Mme Mia pour la justesse de ses propos. Tu as une question? Tu as une question? Ah bon, voilà. Bonjour madame. Ce serait très aimable de notre part d'avoir passé 2 heures en votre compagnie et de rester indifférente. Donc, on a voulu vous remercier
Merci de nous avoir consacré tout votre temps, bien que vous paraissiez quelqu'un de très occupé. Donc, c'est toujours bon d'apprendre davantage. Merci encore une fois, mille merci. Surtout, vous nous avez appris, vous nous avez parlé à propos de la crise qui plane sur notre terre et qui s'aggrave de jour en jour et qui nous stresse davantage. Encore une fois, mille merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, ça me touche de voir que vous avez manifesté un intérêt pour cet exposé-là. Donc, je vois les gens qui ont des leaders en herbe, et ça fait plaisir, les gens ça me donne avant nous. Donc, je vous remercie, même si c'est une seule personne qui représente le groupe, mais je sais que la plupart d'entre vous pensez la même chose et qu'elle représente tout le monde. En tout cas, merci, et je vois déjà qu'il y a des leaders qui se décident par nous. Alors, au nom du curé de la paroisse, de tous ces élèves, je réitère ces remerciements. Madame, merci de votre disponibilité. Revenez encore à l'invitation. Merci. Je vois que vous allez avoir la messe là maintenant, c'est ça? Voilà. Donc, on a pratiquement. Donc, ça devrait être l'heure déjà, la messe. En tout cas, vous soufflez un peu et puis le temps arrive, donc on commence la messe. Vous voulez avoir quoi, pardon?